Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prima INSEE. Mais vous le savez, le lundi, nous parlons de notre quotidien et vous savez que celle qui m'accompagne chaque lundi, c'est Célia Petrone. Je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. Ça va? Très bien, merci. Prenez place, Célia, prenez Merci. place. Vous n'avez besoin de personne, Harley Davidson, Célia. Non, Brigitte Bardot était visionnaire. Pourquoi? Elle avait raison. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, il y a 4 millions d'utilisateurs de deux roues en France. C'est une tendance qui est exponentielle, il y en a de plus en plus. Et c'est notamment en agglomération que le chiffre est vraiment grossissant. Parce qu'en fait, c'est vraiment un phénomène majeur lié à la circulation. Puisque les nouveaux utilisateurs de deux roues ont une vision en fait très utilitariste du deux roues. C'est essentiellement pour gagner du temps, Aller vite. pour trouver On une va place. toujours aller vite, ouais. C'est ça, Trouver une place vite. pour se garer, éventuellement en fait, avoir une alternative au transport en commun. Et petite info, un quart de ces utilisateurs est une conductrice, c'est une femme. Donc elles sont un tout petit peu moins expérimentées et elles conduisent des plus petites cylindrées. Et en fait, c'est une source de stress pour elles de conduire un deux roues. Enfin, bon, face à cette nouvelle tendance... Parenthèse. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc face à cette nouvelle tendance, je suis allée avec l'escadron de sécurité routière d'Ajaccio vérifier si les risques étaient réels des deux roues et vous allez voir. Ils le sont bel et bien, ils le sont bel et bien, tout de suite. Quand on circule avec un deux roues, on est beaucoup plus vulnérable que dans une voiture. Les facteurs d'accident en matière de moto, c'est du comportemental et très souvent de la vitesse. Les comportements à risque sur les deux roues, c'est bien évidemment tout ce qui va être les dépassements sur ligne continue, les dépassements sans indiquer avec le clignotant qu'on va dépasser, les remontées de fil en agglomération, bien sûr. Vous êtes à 0,15 mg. Quand on circule sur un deux roues, on essaye d'être équipé autrement qu'avec des tongs. Mais si vous tombez dans cet accoutrement, vous allez vous faire très très mal. Voilà, vous pouvez reprendre votre route, monsieur, soyez prudent. Allez-y. Pour un franchissement de ligne continue, c'est une contravention de 4e classe qui est d'un montant de 135 € et qui se voit amputé d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Bien sûr, la plus grosse sanction, c'est pas tellement la sanction pécuniaire ou le retrait de points. La sanction, c'est de perdre la vie ou d'être blessé grièvement sur un accident. C'est ça la pire des sanctions. Les zones accidentogènes, on les trouve aux abords des agglomérations et dans les agglomérations. Les pièges, c'est une portière qui s'ouvre. C'est ne pas laisser un écart suffisant entre la voiture et la moto. Une portière s'ouvre, il faut laisser 1 mètre en bas. On fait des zigzags, on se faufile entre les voitures. La remontée de fil peut se faire normalement, à allure réduite, en faisant très attention. Mais sur une moto, vous n'avez pas de carrosserie. La carrosserie, elle est formée par votre corps. Qu'est-ce qui tape en premier? C'est la tête. Après, vous avez les membres, d'où l'intérêt justement d'avoir un équipement assez conséquent. Par rapport à la ville où on roule moins vite, donc les gens vont vraiment se rapprocher d'un casque vraiment plus ouvert, avec un casque plutôt jet. Là, on part sur un modèle plus fermé, donc ceci de casse avec la mentonnière pour avoir plus de protection. Ce qu'il faut, c'est qu'il fasse pas mal au crâne. Si on est serré un peu aux joues, c'est pas trop grave, parce qu'il va lâcher, la mousse va se compresser, ça va lâcher. Voilà, le tout, c'est d'avoir vraiment un casque ajusté. Ça reste un petit budget par rapport à l'achat de la moto, et c'est la seule protection en cas de chute qui peut vous maintenir en vie.
Maintenir en vie, oui. Oui, vous l'avez vu, il y a plein de risques, il y a plein de pièges pour les deux roues. Et finalement, le seul équipement qui est obligatoire en France, c'est le port du casque. Et c'est valable à la fois pour le conducteur et pour le passager. Sinon, vous êtes passible d'une amende. Ouais. Mais c'est vraiment essentiel. Et donc on va voir ce port du casque, on va accueillir nos invités, si vous le voulez bien, nos deux premiers invités, parce que nous en avons 4 aujourd'hui. C'est Rémi Bastille et Aude Latulière. Entrez. Bonjour Aude. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste. Oui, tout à fait. Rémi, bonjour, vous êtes directeur du cabinet du préfet de Corse, prenez place. Alors justement, on va rester sur ce casque avec vous, si vous le voulez bien. Aude, j'imagine que vous arrivez souvent sur des lieux d'accident. Oui, assez fréquemment, oui. Est-ce que le port du casque, c'est un souci? Est-ce qu'on porte le bon casque la plupart du temps? Il est vrai que le port du casque intégral n'est pas systématique, ce qui est un gros problème pour ceux qui ne le portent pas, parce qu'ils exposent le bas de la face, la mâchoire, le nez, donc avec des lésions beaucoup plus graves déjà initialement, et des difficultés supplémentaires pour nous au moment de travailler, s'il y a un gros traumatisme au moment d'intuber, de faire les gestes d'urgence. Si vous imaginez bien que si la face est très abîmée, on a du mal à aller plus loin dans notre prise en charge. Parce qu'on voit de plus en plus de conducteurs de deux roues ont des petits casques, des casques jet. On a l'impression qu'on est protégé. On n'est pas protégé avec ça. Non, parce que encore une fois, la mâchoire, le nez, la bouche est en direct au moment du choc avec le trottoir, le sol, ce qui est heurté, sans aucune protection. Donc les lésions sont beaucoup plus graves à ce moment-là. Et se surajoute aux lésions qu'on peut avoir dans le crâne malgré la protection. J'avais entendu dire une fois, moi, que c'était un autre médecin urgentiste qui me racontait qu'un jour, il arrive sur un lieu d'un accident, il y avait quelqu'un qui avait eu un accident sans casque intégral, il avait simplement juste effleuré le béton et ça avait causé une hémorragie interne. Donc bien sûr, parce que tout est relié, donc si on choque même au niveau du menton, ça peut avoir des répercussions plus haut et au niveau cérébral. Et puis, qu'est-ce que vous constatez aussi quand vous arrivez? Quelles sont les fautes que font vraiment les motards en matière d'équipement, je dirais, ce qui vous fait les soigner plus? En matière d'équipement, surtout en été, ce qui n'est pas à l'origine forcément de choses dramatiques au niveau du risque vital, on voit quand même beaucoup de motards en tongs, en short, en t-shirt. Donc ça ne va pas augmenter le risque de fracture ou de choses comme ça, mais quand ils sont râpés de partout, sans protection, je pense qu'après, au niveau de la prise en charge aux urgences, c'est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus pénible pour eux. Il y a une vraie différence avec les motards, je dirais, scandinaves ou allemands, hein? Tout à fait, qui eux, de plus, au niveau de leur équipement, je crois que c'est une obligation pour leurs assurances, des équipements avec des protections au niveau du rachis. Et c'est vrai qu'on constate chez eux beaucoup moins de lésions de la colonne vertébrale. Ils vont se faire mal ailleurs, mais même si ce n'est pas parfait, ils sont beaucoup plus protégés à ce niveau-là que les Français. Célia ? Pour en revenir justement aux équipements, le 30 septembre dernier, vous avez fait une opération de contrôle de deux roues à Ajaccio. Et justement, donc ça portait sur l'agglomération. Donc la rocade, le cours Napoléon, place à Batouch. Et là, on a fait un constat, c'est que la législation au niveau des 125 est toujours respectée. Donc les conducteurs de deux roues font attention à leur formation. Et par contre, au niveau du casque, on a un équipement obligatoire qui est des bandes réfléchissantes. Et ça, sur les 79 personnes qui ont été contrôlées, il n'y en avait pas une qui respectait cette obligation. Alors comment on peut interpréter en fait, ces résultats au niveau du comportement? Alors, permettez-moi d'abord de dire un mot sur le contexte global, le rappeler parce que c'est important. En France, 4000 morts l'année dernière sur les routes, 4000 handicapés, 2000 orphelins. Le bilan de la sécurité routière est très lourd et il est particulièrement lourd pour les motards. Pour donner l'exemple malheureux de la Corse, sur les 51 tués de la période 2008-2011, la moitié sont des motards. Donc le bilan est extrêmement lourd et la question de la sécurité des deux roues sur les routes est une priorité à la fois nationale et puis locale. Alors, sur les problématiques de comportement que vous mentionnez, je crois qu'il ne faut pas stigmatiser les motards. Il y a un effort effectivement à faire en matière d'équipement. On parlait du casque, on parle de la bande réfléchissante. Je crois que malheureusement, c'est une législation qui pour l'instant est encore mal connue. L'obligation de s'équiper et de se faire voir. À terme, il y a des discussions actuellement... Comment ça se fait que ça soit mal connu? Je vous coupe, mais comment ça se fait que ça soit mal connu? Parce que malheureusement, la législation arrive après que les gens aient passé leur permis, donc parfois il manque certains messages de prévention. C'est pour ça qu'on est très présent dès le plus jeune âge dans les écoles, dans les lycées, pour diffuser ces messages, mais il y a un certain nombre de publics qu'on a du mal à toucher. Mais je voudrais dire aussi qu'il faut prendre en compte le fait que 50% des accidents qui concernent les deux roues
sont causées par des automobilistes. C'est très important de travailler sur la sensibilisation des automobilistes à la présence des deux roues dans leur environnement, parce qu'ils constituent des usagers extrêmement vulnérables. En cas d'accident, ça a été mentionné dans le reportage, la seule protection, c'est en général son corps. Malgré tout, il y a des évolutions. On a maintenant des vestes qui intègrent un airbag. C'est quelque chose de très utile, qui assure une protection très très efficace, et on encourage les motards à s'en équiper. Pour donner un exemple très concret, un motard de la gendarmerie, il y a 10 jours, a fait une chute. Il était équipé de cette veste-là. Ça lui a probablement évité des blessures très très lourdes. Mais vous les encouragez comment? Parce qu'on va voir, tout à l'heure on verra un petit clip, il y a des clips bien sûr de sensibilisation, mais là comment on sait qu'il y a Concrètement sur le terrain, les gendarmes et les policiers sont présents, effectuent des contrôles, mais effectuent aussi beaucoup de sensibilisation, oui. Beaucoup de conseils, on voyait dans le reportage, ne pas porter de tongs quand on conduit un véhicule qui peut rouler très vite, c'est une évidence, mais il faut le rappeler. Donc c'est par là qu'on arrive à toucher ce type de public. Et puis encore une fois, nous travaillons sur les jeunes à l'âge où ils passent les permis, alors 16 ans pour les 125, ou 18 ans. Et là, nous travaillons en particulier dans les lycées. On a encore une campagne qui va débuter à la fin du mois d'octobre de sensibilisation dans les lycées à ce type de questions. Eh bien, on va voir justement des campagnes de sensibilisation, hein, si vous le voulez bien. Une parmi tant d'autres, je dirais. On va voir si elle est efficace ou pas. Vous nous le dites après qu'on ait vu ça. Sur un deux roues, il n'y a pas de petite infraction. Respectons les règles. Alors c'est la énième campagne de pub, et en guise d'introduction, vous nous avez dit, malgré cela, il y a encore quand même un mort sur deux sur la route est un conducteur de deux roues. Donc est-ce que ça fonctionne, ce genre de clip ou pas? Ça fonctionne parce que simplement, on avait 8000 morts en France en 2002, on en a 4000 aujourd'hui. Donc l'effort a été conséquent, le fait que cette question de la sécurité routière a été érigée en priorité nationale a porté ses fruits. L'effort est à poursuivre, mais si on pouvait continuer sur les bases qui ont été acquises récemment, je crois qu'on a bon espoir d'arriver à atteindre ce fameux seuil dont on parle beaucoup et dont on est persuadé qu'on ne l'a pas atteint aujourd'hui. C'est lequel le seuil? Il y aura un seuil quand les accidents seront uniquement de la faute à pas de chance. Mais tant qu'on a... Pour l'heure, 90% des accidents, c'est lié à une défaillance humaine. Hein, 90%. Oui, bien sûr, voilà. Donc on n'a pas atteint le seuil en dessous duquel on aura du mal à descendre. L'alcool reste une question, la vitesse reste une question, et on a encore des efforts à produire. On reviendra tout à l'heure sur l'alcool, hein, bien sûr, vous inquiétez pas. On l'a vu, hein, le clip est quand même assez explicite. C'est vraiment des comportements qui sont spécifiques en agglomération. On parlait du casque, effectivement, le casque jet, on a envie de le porter parce qu'il fait chaud. Pareil, on se promène on conduit en tongs et en short parce qu'il fait chaud. Mais il y a aussi d'autres comportements, et là on le voit, ce sont les remontées de fil à vive allure, c'est le dépassement indifféremment par la droite, par la gauche, le non-respect des priorités, l'absence de clignotant, donc autant de manque de civisme qui peut avoir des conséquences dramatiques. Et ça, c'est vraiment spécifique à un type de conducteur de deux roues. C'est pas celui qu'on retrouve, c'est pas celui qui fait beaucoup de route en fait, c'est celui qui est un conducteur occasionnel, qui roule en agglomération. C'est vraiment celui-là. Je pense qu'il y a vraiment une différence entre le motard avec une grosse cylindrée qui a son permis moto, qui a une culture motard avec un certain nombre de réflexes, et le motard en scooter qui a son permis voiture, qui s'est acheté une 125 et qui n'a pas cette culture de roue et qui conduit un peu son scooter comme il conduisait sa voiture et qui, je pense à moi, n'a pas les mêmes réflexes et aura des accidents qui sont peut-être moins graves au niveau du pronostic vital parce que moins de vitesse, mais qui sera peut-être plus facilement accidenté dans la circulation de la ville, justement. Ça c'est pas de la théorie, hein. C'est vous, non, ça, vous constatez ça. On se constate. Voilà. Justement, on a vu des remontées de fil. Qu'est-ce que c'est la plupart des accidents que vous constatez, vous? C'est en effet le scooter qui remonte la file. Alors après, les torts sont parfois partagés. Il va remonter, la voiture va tourner, n'aura pas regardé dans son rétroviseur. Lui n'aura pas anticipé le fait qu'une voiture allait tourner. Ou un piéton qui va traverser, et puis il n'a pas anticipé non plus, donc il se percute, un animal qui traverse, des choses comme ça. Il me semble important d'ajouter sur ces questions-là que c'est tout l'objet de la formation de 7 heures qui a été mise en place pour la conduite des véhicules 125 cm3, donc des gros scooters, en complément du permis B, donc une formation qu'on peut acquérir
après 2 ans de permis B, qui donne accès à la conduite de ce type de véhicule, qui est à la fois théorique et pratique, mais qui vise à un point important, c'est la maîtrise de son véhicule. Conduire un scooter à 125 cm3, c'est un engin puissant, donc il faut le maîtriser. L'absence de maîtrise du véhicule est l'une des causes majeures d'accidents chez les Il y a eu des résultats depuis qu'il y a cette formation. Là, est-ce qu'on a remarqué qu'il y a moins de... C'est encore trop tôt, il est peut-être, vraiment trop tôt pour parce le dire. que ça a été le 1er janvier 2011, cette formation. C'est un peu tôt. D'accord, on va faire une... Allez-y. Juste un petit point, hein. On connaît tous l'adage misogyne, femme au volant, je ne dirai pas la suite. Et pourtant, messieurs, sachez que les femmes ont moins d'accidents en 2 roues parce qu'elles sont plus respectueuses du code de la route. Alors, au niveau du comportement, en fait, elles minimisent moins les risques de vitesse ou alors d'infractions, petites infractions style absence de clignotant ou autre. Et ça paye puisqu'elles ont quand même moins d'accidents. Alors, il faut relativiser quand même un petit peu ce résultat parce que, en fait, les femmes sont novices au niveau de la conduite du 2 roues et donc, du coup, elles prennent moins le 2 roues et elles ont moins d'accidents à déclarer. Ce qui ne les empêche pas d'avoir des sandales quand elles conduisent, par contre. Hein. Oui, on est d'accord que là, l'équipement, c'est pas... On est d'accord, c'est tout sexe. Vous ramassez plus de femmes ou c'est vraiment... Il y en a moins de femmes sur la route? Je ramasse plus d'hommes maintenant. Est-ce que je suis représentative de... À l'échelle nationale, c'est très clair. Les femmes ont moins d'accidents et les publics surreprésentés sont les hommes et les jeunes. Les jeunes? Et pourtant, jeunes jusqu'à quel âge? Jeunes jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans? Ouais. La première cause de mortalité chez les 15-25 ans, c'est les problèmes d'accident de la route. Et souvent, il y a des problèmes... Elles sont moins bien équipées. Hein. Pardon? Elles sont moins bien équipées. Carrément. Ouais. Et attendez, je crois que nous avons une question SMS. Pourquoi les équipements de sécurité ne sont pas compris lors de l'achat de la moto? Tiens, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. À vrai dire, il y a Parce qu'on ne vraiment... devrait pas pouvoir acheter de casque, finalement, de casque jet, à ce compte-là. Malheureusement, malheureusement, on est dans un pays de liberté, donc on ne peut pas tout imposer. Mais il y a vraiment des réflexions actuellement au plan national pour renforcer justement les obligations d'équipement. Je parlais des vestes tout à l'heure. On parle des gilets réfléchissants pour être plus visibles. Donc il y a des choses. On ne peut pas tout imposer. Quand on monte dans une voiture, on est imposé de mettre la ceinture de sécurité. Donc pourquoi on n'imposerait pas de mettre un casque intégral? Tout ça vient très progressivement. La ceinture, vous le savez, c'était pas une évidence à l'époque où on l'a fait. Et puis ça a été un combat pour que les gens le mettent en œuvre. Donc les questions, par exemple, liées au casque, c'est des réflexions en cours, on va agir évidemment. Allez, c'est l'heure pour nous de faire une petite pause, justement, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'alcool, et on va parler d'une mesure phare qui devrait porter ses fruits notamment, c'est l'éthylotest obligatoire dans la voiture et sur la moto, tout de suite après ça. Et pour ce faire, j'accueille Pierre Marchellès et Gérard Granzélé. Messieurs, Pierre Marchellès, notre avocat, comment allez-vous, Pierre? Très bien, Luc. Capitaine, bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, prenez place, soyez pas timide. Alors, je le disais, donc, une mesure phare qui vient de... Ça date de quand, ça, Célia, l'éthylotest obligatoire dans les voitures? Alors, ça a été voté le 1er mars et c'est mis en application depuis le 1er juillet 2012. Et il y a une petite tolérance qui est encore accordée jusqu'au mois de novembre. Ça. 1er novembre, les forces de l'ordre pourront sévir. Jusqu'à présent, depuis le 1er juillet, ils se contentaient d'un simple rappel à la loi qui avait une vertu pédagogique aussi, préventive. Et bien là, à partir du 1er novembre... Si on n'a pas d'éthylotest dans la voiture, on est sanctionné. Peine d'amende de la première classe, 11 euros. C'est quoi? Donc on va être contrôlé, hop, j'ai mon éthylotest, c'est bon? C'est comme ça? Il en faut 1, 2, 3, combien il en faut d'éthylotest? Au terme de la loi ou de la règle de droit, c'est 1. Mais on vous dit aussitôt après que vous devez être à disposition, vous devez avoir à disposition immédiate un éthylotest en fonctionnement. Ça veut dire que concrètement, il en faudrait au minimum 2. La loi en impose qu'un, mais il est conseillé d'en avoir 2. Parce que comme ça, on fait son petit test avant de partir, d'accord? Et s'il est négatif, on a quand même on en a un autre si on est contrôlé. Voilà. Ou si vous êtes contrôlé à un instant T en sortant de votre émission, vous utilisez cet alcotest, cet éthylotest, vous pouvez être très bien contrôlé 5 minutes plus tard, et là, vous n'avez plus d'éthylotest à disposition. Donc, c'est aussi peut-être un moyen de prévenir l'infraction aussi. Allez-y. C'est également un moyen, si le premier dépistage est positif, ça permet au conducteur de se dépister tout simplement une demi-heure ou 1 heure après, savoir s'il est en état de reconduire. Vous avez remarqué, parce que moi je ne l'ai pas par exemple encore l'éthylotest dans ma voiture. Je ne sais pas si Aude, je ne sais pas si vous avez votre éthylotest. Donc moi je suis en infraction en ce moment, mais je ne risque pas encore l'amende. Est-ce qu'il y en a beaucoup comme moi?
Oui, effectivement, il est assez difficile de trouver actuellement sur le marché des éthylotests, mais je pense que d'ici le 1er novembre, tout sera rentré dans l'ordre. Luc, moi je vous propose de regarder une petite vidéo justement pour savoir ce qu'on doit faire au niveau de l'éthylotest et on fait un point ensuite. Le 1er juillet 2012, tous les conducteurs de voitures, motos, deux roues, camions, bus ont l'obligation d'avoir un éthylotest lors de leur déplacement. Seuls les conducteurs de véhicules de moins de 50 cm3 ne sont pas concernés. L'éthylotest doit être non périmé, un éthylotest est valable 2 ans, non utilisé et conforme à la norme NF. Les conducteurs peuvent également opter pour un éthylotest électronique. Quel que soit l'éthylotest choisi, les conducteurs doivent s'équiper pour le 1er juillet. Les forces de l'ordre sanctionneront l'absence d'éthylotest à partir du 1er novembre 2012. En cas de contrôle, les conducteurs qui ne seront pas en mesure de le présenter auront une amende de 11 €. Si l'éthylotest est un bon argument pour convaincre un conducteur qui n'est pas en état de conduire, c'est aussi un moyen simple et efficace de savoir si l'on a dépassé la limite légale autorisée avant de prendre la route. 0,5 g d'alcool par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Pour les conducteurs qui font le choix de l'éthylotest jetable, il est conseillé d'être en possession, non pas d'un, mais de 2 éthylotests. Un pour se tester et un d'avance. L'abus d'alcool est la première cause de mortalité sur la route. Alors on les trouve où ces éthylotests? Parce que c'est vrai que j'en ai cherché, moi on n'en trouve pas non plus. Hein. J'ai une excuse quand même, capitaine. On les trouve un peu partout, on les trouve en pharmacie, on les trouve dans les concessions. Théoriquement, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une razzia. Hein. Depuis quelques semaines, il est difficile d'en trouver, mais d'ici le 1er novembre, il n'y aura pas de difficulté pour en récupérer. Alors, ce qui est important, c'est les éthylotests à la norme française. Il y a un certain nombre, ils doivent respecter. Il faut qu'il y ait NF, hein, effectivement. NF, absolument. Alors on l'a vu, c'est pour les voitures, enfin les conducteurs auto, moto, deux roues en général, camions, bus, c'est vraiment tout le monde doit avoir 2 éthylotests dans son véhicule. Pour résumer, je dirais tout véhicule immatriculé au-dessus de 50 cm3. Il n'y a qu'eux qui sont épargnés. Sauf, ça pourrait être une petite astuce aussi, mais qui coûte, vous avez de plus en plus de véhicules équipés maintenant d'un éthylotest au démarrage. Si, bien évidemment, votre véhicule a un tel équipement, il vous est dispensé d'avoir cet éthylotest jetable, portable, comme vous voulez. Mais il faut qu'il soit intégré au véhicule. Mais on l'a vu, il y a une différence. Hein. Il y a les éthylotestes ou les éthylomètres. Alors, je ne sais pas lequel des deux est le plus fiable. L'éthylotest permet de se dépister. Y a-t-il présence ou non d'alcool? Et l'éthylomètre permet de vérifier le taux d'alcoolémie. Alors, on peut acheter les deux. C'est simple. Mais voilà, qu'est-ce qu'on achète alors? L'éthylotest, l'éthylomètre seulement. L'éthylomètre, c'est qui? C'est vous qui utilisez? Ce sont les forces de l'ordre. Ce sont les forces de l'ordre qui utilisent lorsqu'il y a un dépistage positif sur un éthylotest. Mais si vous voulez vous équiper d'un éthylomètre, ça coûte combien? Mais ça coûte combien justement ces éthylotests, ces éthylomètres? Je n'ai pas. Les éthylotests, c'est entre 1 et 2 euros, selon le modèle. L'éthylomètre, plusieurs milliers d'euros. Plus cher. Alors, on en trouve à quelques centaines d'euros. Par contre, il y a une obligation d'entretien parce qu'à un certain temps, il peut se dérégler. Et donc, tous les ans, normalement, vous êtes obligé de le faire à nouveau valider. 1 ou 2 euros, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi des éthylotests électroniques, non? On a le choix aussi. Oui, tout à fait, vous avez le choix, mais les éthylotests électroniques sont un peu plus chers, de l'ordre de plus de 10 euros, 10 à 15 euros. Mais vous pouvez choisir, vous avez le choix entre éthylotest électronique ou éthylotest style ballon. Alors pardon, hein, mais on dit que c'est assez simple d'utilisation, mais si on est sous ou en tout cas bien éméché, il faut ouvrir le sachet, il faut percuter l'éthylomètre. Si on n'arrive pas à ouvrir le sachet, on prend pas la voiture. Oui, non, mais à un moment donné, c'est que vous êtes vraiment pas en état de conduire. Mais se dire, est-ce qu'on va avoir la démarche de se servir de l'éthylotest pour être sûr? C'est une question. Je crois que plus globalement, il faut comprendre cette mesure comme une volonté de responsabiliser les conducteurs. C'est la même démarche qu'on a eue l'année passée sur la question des radars pédagogiques. Au fond, vous voyez votre vitesse, on vous l'indique, vous prenez votre responsabilité. Là, idem, vous avez un doute, à vous de prendre la responsabilité, de vous autotester. C'est le meilleur moyen de conduire en toute sécurité. Et c'est aussi la volonté de casser finalement l'image qu'on peut avoir de la route, qui est un espace où pas vu, pas pris. On est finalement dans une sorte de jeu avec les forces de l'ordre. C'est pas du tout ça la question de la sécurité routière. Il faut tous être responsables parce que c'est notre propre vie qui est en jeu et celle des autres. On risque d'avoir des surprises. Avant que je vous donne la parole, Pierre, c'est combien de verres? C'est concrètement, parce que moi je ne sais jamais si j'ai le droit, pour tout vous dire, c'est 1 verre, 2 verres, 3 verres, tout dépend de ce que vous consommez, bien sûr, mais il faut rester raisonnable. C'est 1 verre, sur les établissements de nuit, par exemple, c'est 1 verre. Un verre. Donc si on prend 2 verres, on est positif. Il y a un risque d'être positif, tout à fait.
Pierre, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure? On parle de boîtes de nuit, on parlait de l'incitation à l'autocontrôle et à la prévention davantage qu'à la répression. Cette mesure d'éthylotest embarqué vient après une série de mesures dont l'obligation pour les établissements de nuit qui vendent des boissons alcoolisées de détenir un appareil de ce type pour contrôler à la sortie, voilà, à mettre à la disposition de la clientèle, éméchée ou pas d'ailleurs, cet appareil. C'est une obligation. J'ajouterais celle pour les bus scolaires, c'est quelque chose qui intéressera beaucoup les parents. Tous les bus scolaires qui sont mis en circulation à partir d'aujourd'hui sont équipés d'un éthylotest anti-démarreur. Et à partir de 2015, tous les bus scolaires devront être équipés. Pierre, si je ne veux pas, moi, si je vois arriver le capitaine et qui dit souffler et que je me rebelle, je dis non, moi je souffle pas. Qu'est-ce que je risque? Après, vous me direz comment vous réagissez. Alors, je vous réponds de suite à votre question sur la sanction. Le fait de refuser de se soumettre à un contrôle, un dépistage d'alcoolémie, vous avez tout à fait le droit, j'allais dire, mais c'est répréhensible. Et là, on vous applique de suite, vous êtes susceptible d'encourir de suite la sanction applicable à un taux d'alcoolémie supérieur à 0,82 grammes de litre dans le sang. Ce qui veut dire quoi? Ça devient un délit. Peine d'emprisonnement possible, amende bien sûr, et tout un certain nombre de mesures complémentaires. Il y a un arrêt de la Cour de cassation plus ou moins récent qui, par contre, énonce très clairement que le conducteur peut refuser de se soumettre à un dépistage avec son éthylotest, pas avec l'éthylomètre. Mais parce que ce n'est pas considéré comme ces appareils, comme une prise de sang ou un éthylomètre. Mais j'allais presque dire que ça ne change pas grand-chose, puisqu'à partir du moment où vous avez l'obligation de souffler dans l'éthylomètre et plus dans l'éthylotest, au contraire. Donc, si je ne suis pas positif, j'ai le droit de refuser, mais si je refuse, je risque quelque chose. Une sanction. Ah bon? Absolument. Donc, il n'y a personne qui refuse. Et la peine la plus lourde dans la sanction sur l'alcoolémie. Donc, il n'y a personne qui refuse, capitaine, alors de souffler. Il arrive que certaines personnes refusent de souffler parce qu'elles pensent que, n'ayant déjà plus de points, par exemple sur le permis de conduire, ou très peu de points, ou moins de 6 points, puisque il faut savoir qu'en matière contraventionnelle ou délictuelle pour l'alcoolémie, c'est un retrait de 6 points, essayent de gagner du temps. Et ces personnes-là, ces conducteurs pensent qu'en refaisant un stage, elles vont récupérer quelques points avant, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il faut savoir que lorsque quelqu'un refuse de souffler, cette personne en aucun cas ne peut repartir au volant de sa voiture. Le véhicule est immobilisé et nous faisons un retrait du permis de conduire immédiatement sur le champ. Et puis, sans parler des appareils, au-delà des appareils de mesure, les forces de l'ordre ont tout à fait la possibilité de constater l'état d'alcoolémie, ce qu'on appelle l'état d'ivresse manifeste. Autrement dit, si vous démontrez tous les signes ou un certain nombre de signes de quelqu'un qui est en état d'ébriété, vous êtes passible d'une sanction. Et si je dis, moi, je ne veux pas d'éthylotest, mais je préfère la prise de sang, est-ce qu'on peut le dire ça? Non, moi, vous ne me touchez pas, je préfère directement une prise de sang. J'ai le droit? Non. La loi aujourd'hui fait obligation de souffler dans un éthylomètre, et si la personne refuse, c'est un refus de se soumettre aux vérifications. Mais vous pouvez toujours demander, si vous contestez par exemple le taux qui est donné par l'appareil éthylométrique, demander une contre-expertise, être soumis à une prise de sang. Mais bon, en général... De toute façon, c'est encore pire, je crois, dans le sang que ce qu'il y a dans l'éthylotest, non, logiquement? Non, normalement, c'est censé être équivalent. L'équivalence. La seule chose éventuellement, ce que vous pouvez gagner, mais c'est calculé là aussi, c'est le temps du trajet à l'hôpital. Vous pouvez digérer, j'allais dire. Avec un bémol, parce que vous pouvez aussi, si vous avez bu votre dernier verre. Voilà, être dans le pic. Vous pouvez être dans le pic au moment où vous ça agit entre 15 et 30 minutes si on est à jeun et ça dépend, un peu plus. Une heure si vous avez consommé. Absolument. On a tous remarqué, en Corse notamment, qu'il y a eu beaucoup plus de contrôles cet été. Énormément de contrôles. C'était une politique, c'est voulu par la préfecture? C'est voulu par la préfecture en lien avec le procureur de la République. C'est spécifiquement en Corse ou c'est partout? Non, je crois que c'est une volonté partagée. Je vous l'ai dit, c'est une priorité nationale. En Corse, effectivement, un effort a été mis en particulier sur les boîtes de nuit, où là, quasiment tous les soirs, les forces de l'ordre étaient présentes à la sortie pour effectuer des contrôles. Mais parce qu'il faut améliorer les choses. Le résultat, c'est qu'on a eu moitié moins de morts cet été sur les routes de Corse du Sud que l'été précédent. C'est encore ça qui marche, finalement, c'est la peur du gendarme. On peut faire tous les messages de prévention, je suis volontairement provocateur, mais on peut faire tous les messages de prévention qu'on veut. Ce qui marche, c'est vraiment la peur du gendarme ou pas, capitaine? Oui, la peur du gendarme, elle existe, mais malheureusement, encore beaucoup d'inconscients. Des gens, tous les week-ends, effectivement, comme ça vient d'être évoqué, des gens sous phénomène ballon sont positifs. La première réaction, c'est quel itinéraire vais-je emprunter pour ne pas passer devant les forces de l'ordre?
Pour nous, un week-end réussi, c'est lorsque le lundi matin, il n'y a aucun mort. Voilà, pour nous, c'est ça un week-end réussi. Une idée de sanction, un stage dans un centre de rééducation. Est-ce que ça vous est passé par l'esprit? Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle un centre de rééducation, il faudrait creuser un peu l'affaire. En tout cas, pense il y a d'avoir évidemment, quelqu'un- au titre des sanctions judiciaires qui sont encourues, il y a des stages de formation, de sensibilisation. Et puis, il y a tous ces stages qui existent pour récupérer des points aussi. Donc, c'est quelque chose Avec cet éthylotest, vous êtes positif. Vous êtes, j'arrive pas à trouver le mot, ça vous fait de l'espoir, ça vous donne de l'espoir d'installer comme ça cet éthylotest dans chaque véhicule. Est-ce que vous pensez que vous aurez moins de travail ou pas? Ou ça ne va pas changer la mentalité? Non, je pense que c'est un plus, mais aujourd'hui, ça touche, je dirais, les gens raisonnables qui vont dans des établissements de nuit ou après un repas, qui ont cette idée de se dépister. Mais lorsque l'on voit les taux très élevés en matière d'alcoolémie le samedi soir, il est vrai qu'il y a encore beaucoup de progrès et beaucoup de choses à faire. Célia, quelques sites internet pour prolonger l'émission. Alors, pour aller plus loin, notamment pour les éthylotests, savoir s'ils sont aux normes, il existe un site, une adresse internet qui est www.lne.fr, actualité, PDF, liste, éthylotest. LNE.fr, ça suffira, LNE.fr. Donc là, on peut le voir, hein, il y a la liste des fabricants d'éthylotests certifiés NF. Elle est assez longue d'ailleurs. Et vous avez aussi sur le site de la sécurité routière, donc Tous Responsables, qui est vraiment le message à faire passer, où vous avez vraiment dans le détail tous les dangers de la route, connaître les règles, les conseils pour une route plus sûre, en parler aussi pour agir, hein, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui en tout cas, ce qu'on a essayé. Il y a justement le permis à point, le véhicule, l'éthylotest, enfin, tout sur les 2 roues, tout est disponible. 2 mots, au-delà de la sanction, pensez aussi que vous êtes responsable et que votre assurance peut refuser de vous couvrir en cas d'accident avec de l'alcool, des stupéfiants ou même un défaut de conformité d'un casque ou d'un équipement obligatoire. Parce que nous ne vont pas parler de stupéfiants, mais vous aviez plein de choses à dire sur les stupéfiants aussi, Bien sûr, je crois, toujours. Aude. Toujours. Donc c'est un véritable fléau. Merci en tout cas infiniment à tous les 4 d'être venus sur le Et puis, plateau d'INSEE. Comme vous avez mentionné le fait que vous étiez en infraction, je suis heureux de vous offrir Voilà, un j'ai économisé éthylotest. 2 € en plus. Extraordinaire, merci beaucoup. Comme ça, au moins, si je croise le capitaine en sortant, j'aurai pas de soucis. Merci infiniment à vous. L'émission est rediffusée, vous l'avez vu, hein, demain à 8h sur plus.fr. Et nous on se retrouve dans 5 minutes avec Diane qui va nous emmener du côté de Calvi. Je compte sur vous, à tout de suite.